Rebonsoir ou bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Ravi de vous accueillir dans ce temps additionnel consacré aux deux premières rencontres de cette 10e journée de Super League. L'information à retenir de cette soirée, c'est la première défaite de Young Boys à domicile ce soir. Après 9 victoires consécutives, le champion en titre perd son premier match face à un FC Lucerne qui n'a pas démérité, s'imposant 3-2 au terme d'un match complètement fou. IB qui ne dépassera donc pas le record des meilleurs débuts de saison, détenu actuellement par Bâle avec 13 succès d'affilée. Vous découvrirez évidemment dans cette émission les moments clés de ce match. Et de l'autre, mettant aux prises Saint-Gall et Bâle qui seront donc à revoir dans la prochaine demi-heure. Au menu également les interviews des principaux acteurs de la soirée glanées par nos commentateurs du côté de Berne et de Saint-Gall. Steve Guillot est notre consultant ce soir. Bonsoir Steve. Bonsoir Elodie. Merci d'être avec nous. Avant de nous intéresser aux affiches de la soirée, vous le savez, demain aura lieu le deuxième derby roman de la saison du côté de la Maladière. Sion, 7e, et Xamax, 9e, ne sont pas au mieux après le premier tour, mais tous deux restent sur une note positive. Présentation de ce derby avec le psychologue du sport, Mattia Pifaretti. Déception, c'est le sentiment général que laissent les clubs romans en ce début de saison. Après 5 défaites de suite, Xamax et Sion ont pourtant réagi en retrouvant la victoire la semaine dernière. Est-ce alors le début d'un renouveau ? Il y a parfois ce phénomène très surprenant qu'un seul élément positif peut engendrer tout à coup une sorte de délivrance, d'un enchantement, ou ce qui était considéré comme une sorte d'enchantement négatif. Et tout à coup, ça ouvre la perspective mentale que cette équipe est aussi capable de gagner, capable de réussite, et donc engendrer une spirale positive. La spirale positive, le néo-promu Neuchâtelois l'a connue la saison passée, avec seulement 3 défaites en 36 matchs. Désormais à l'étage supérieur, la bande à Michel de Castel doit-elle réapprendre à perdre pour grandir ? On dit souvent à un jeune sportif, le plus grand apprentissage, c'est au travers de la défaite. La défaite ou l'erreur. On commence à vraiment pouvoir profiter des erreurs dans la mesure où on commence à ne plus la juger comme un élément négatif, mais plutôt comme une forme d'apprentissage, un trésor d'expérience sur lequel on peut bâtir, on peut se refocaliser sur des éléments sur lesquels s'améliorer, et surtout dans un climat qui considère l'erreur ou la défaite comme quelque chose qui est de l'ordre de la responsabilité commune, et pas où on commence à vouloir identifier des boucs émissaires ou des responsables individuellement. À Sion, la valse des entraîneurs est également un élément qui a son importance dans les séries positives de l'équipe, désormais coachée par Murat Yakin. Peut-on alors toujours parler de choc psychologique dans le Valais ? Le choc psychologique est valable dans la mesure où les changements de l'entraîneur sont ponctuels, sont justifiés et sont aussi quelque part validés par le refus, par exemple, du vestiaire de continuer. Or, ce n'est pas ce qui me semble se passer du côté de Sion, où cette politique du changement des entraîneurs est plutôt une stratégie qui se répète de saison en saison. Et donc, l'effet escompté du choc psychologique n'est plus possible dans ces conditions-là. Vainqueur 3-0 du premier derby à Tourbillon, les Valaisans partent-ils donc favoris dimanche à la Maladière ? Oui, je pense que l'avantage psychologique est là dans la mesure où la confiance d'une équipe et d'un sportif repose souvent sur la base de résultats positifs qui ont eu lieu. Maintenant, un match est un match et chaque match a son histoire, et donc il n'y a pas finalement de présupposé négatif à ce que Xamax puisse à son tour remporter ce prochain match. Un sujet de Vincent Régolet, de Sébastien Clément, Steve Guillot. Évidemment, on est très impatient d'assister à ce deuxième derby. Quelles sont, à votre sens, les forces, les faiblesses de l'une équipe et de l'autre ? Les forces, elles sont communes chez les deux. Ils sortent tous deux d'un match, d'une victoire pour Sion et d'une victoire et d'un match nul pour Xamax. Maintenant, il y a ce culot des jeunes joueurs du côté de Sion qui est important. Un JT Tatinga, Fortune, même Adrian. Je pense qu'ils peuvent apporter quelque chose sur ce terrain synthétique qui porte souvent préjudice au FC Sion, que ce soit à Berne ou à
à Thun, ils gagnent rarement. Donc, je vois aussi un avantage par rapport au terrain synthétique pour les Neuchâtelois qui y sont habitués. Donc, pour moi, c'est quand même du 50-50, très clairement. Malgré la défense neuchâteloise qui est quand même. Et alors, quand même effectivement, décimée. ça, c'est le gros problème. Avec Semenovic et puis Zemaili qui sont blessés, avec Djuric qui est blessé quasiment depuis le début de la saison. Effectivement, c'est un petit problème. Maintenant, c'est sur un match. Tout devient possible sur un match. Hein. Peut-être que Haas va faire un super match. Et puis, ils ont bien pu le préparer aussi, hein, parce que cette blessure, elle n'est pas survenue durant la semaine ou juste le vendredi ou le week-end avant le match. On se souvient que lors du premier derby, Sion n'avait pas tellement laissé place au débat. Hein. On s'attend à une toute autre partie demain, vraiment? Chaque partie a son histoire. Hein. M. Piffaretti l'a expliqué. Je crois pas que... Moi, je ne vois pas tellement d'influence par rapport à un match qui a déjà eu lieu il y a longtemps entre deux. Il y a eu d'autres matchs, des points perdus, des points gagnés. Voilà, ça dépendra comment vous partez, si vos meilleurs éléments font la différence. C'est un peu ça qui fait. Hein. C'est le mental dans les derbys qui font la différence. On ne sait pas trop à quelle équipe de Sion s'attendre avec Murat Yakin qui a changé son effectif, qui a fait tourner. Il avait dit en arrivant qu'il allait vous laisser la chance à chaque joueur de s'illustrer. Quel système, quel schéma on peut attendre? Mais moi, je pense quand même qu'il va s'appuyer sur le dernier match où il a gagné. Les deux matchs précédents, un, il était en tribune, l'autre, il est au bord du terrain. Mais ils n'avaient pas gagné, même s'ils avaient montré des choses très intéressantes. Donc, j'ai quand même l'impression que ça va ressembler au dernier match. Bon, réponse demain sur le terrain et notre avant-match dès 15h30 à suivre, évidemment. On sera en compagnie de Claude Riff. Et puis, ce soir, pour ce qui est de ce soir, Saint-Gall, souvenez-vous d'abord, c'était imposé, c'était en ouverture de saison face au FC Bâle. Les Saint-Gallois qui attendaient de pied ferme les Rhénans ce soir au Kiboun Park. Et dans une entame de match très intense, ce sont les Brodeurs qui ont pu débloquer le compteur après la demi-heure de jeu grâce au bon travail d'Achimerou qui combine avec Ben Khalifa et Barnetta. Retour à Achimerou, un ballon dévié par le genou de Kemert qui parvient tout de même à Vincent Sierro pour le 1-0. C'est le 4e but de la saison pour l'ancien joueur du FC Sion. C'est intéressant de voir que tous les Ballois qui sont dans les 16 mètres ont le focus sur le ballon et on oublie complètement Sierro au deuxième poteau qui, bien seul, c'est relativement facile pour lui d'ouvrir la marque. La réaction baloise, 6 minutes plus tard seulement, avec la passe en retrait de Kevin Bua qui déborde ici sur la gauche pour Ricky Van Wolfswinkel qui remet à Bua, ballon intercepté par le capitaine saint-gallois Efti et finalement c'est Ayeti qui récupère pour signer l'égalisation. Très compliqué de dire s'il y a hors-jeu. Est-ce que Efti fait une simple déviation involontaire ou est-ce que là il est dans un geste quand même contrôlé, très dur à dire s'il y avait hors-jeu ou pas? Sujet à interprétation, évidemment. En deuxième période, 63e minute, on vous remontre Bâle dangereux ici avec une frappe lointaine de Fabien Frey. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette deuxième période. Frappe pas cadrée. Voilà, grosse volée, malheureusement peu précise. 68e, on change de côté avec une frappe cadrée. Cette fois-ci, elle part du pied de Vincent Sierro à nouveau, mais le portier rhénan Hansen peut dire non. Ouais, Hansen qui fait un petit arrêt photo parce que la frappe, elle est vraiment plat de pied, pas trop puissante par contre, excessivement bien placée, mais à une hauteur idéale pour le gardien. Et c'est finalement Bâle qui va prendre une longueur d'avance grâce à un ballon intercepté par Oberlin, la récupération de Vance Wolfswinkel qui remet à Zoufi pour le 2-1. Ouais, alors Vance Wolfswinkel qui offre vraiment un caviar, hein, qui fait preuve d'altruisme ici pour Zoufi qui marque aussi du droite. Et 84e, 3 minutes plus tard seulement, c'est Riveros qui va pouvoir saler l'addition sur le bon service, encore une fois, de Ricky Van Wolfswinkel. Ouais, après une perte de balle quand même un petit peu trop facile du joueur saint-gallois. On sale l'addition. 3-1, c'était somme toute relativement logique sur l'ensemble du match. Comment Bâle s'est procuré le plus d'occasions. Et Bâle qui signe quand même sa première victoire de la saison à l'extérieur, c'est à souligner. Écoutons les réactions de Dimitri Oberlin à l'issue de cette rencontre. Il est au micro de Stéphane Amoroso. Dimitri Oberlin, c'est une victoire importante ici pour Bâle face à Saint-Gall 3-1. Oui, je pense que le match il était très important pour nous, pour notre confiance. On sait qu'on a un peu souffert ces derniers temps et je pense que ces 3 points nous feront vraiment du bien. Surtout une victoire à l'extérieur, hein, le FC Bâle attendait ça depuis le début de la saison. Oui, c'est clair que gagner à l'extérieur, ça fait toujours plaisir. On se concentre aussi sur les matchs à la maison. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est un match, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, ces 3 points étaient importants aujourd'hui.
Et puis enfin, vous avez concrétisé vos occasions. C'est ce que votre entraîneur vous demandait depuis quelques temps. On a vu lors des derniers matchs beaucoup de ratés. Cette fois, ce soir, c'est rentré. Oui, je pense que tous les matchs, on est concentrés, on veut tous marquer des buts. C'est vrai que ces derniers temps, ça n'a pas très bien marché, mais aujourd'hui aussi, en première mi-temps, on a eu pas mal d'occasions qu'on ne met pas au fond. On a la chance qu'à la fin, on a pu mettre ces 3 buts. Merci beaucoup, bravo. Des actions qui se concrétisent, une réaction après ce début de saison morne et terne. C'est ce qu'il fallait au FC Bâle aujourd'hui qui arrive deuxième au classement. Alors effectivement, on disait, M. Pifaretti disait tout à l'heure, il peut y avoir des fois un événement qui est un petit choc mais positif et puis qui vous permet de rentrer dans une dynamique positive. Cette première victoire à l'extérieur peut être faire en sorte que Bâle rentre dans cette dynamique. Et puis aujourd'hui, Bâle retrouve une deuxième place qui est plus en adéquation avec ses finances et ses objectifs. Avec un petit point d'avance actuellement sur Zurich, 2 sur Thun, les deux équipes qui s'affrontent donc demain. Et puis dans l'autre rencontre de la soirée, c'est la surprise du chef René Weiler. On vous le disait en ouverture de ce temps additionnel, IB qui s'est incliné sur sa pelouse. On va rentrer dans cette partie à la 16e minute de jeu. Voilà, soyons précis avec l'ouverture du score. Surprise, longue touche jouée par Schwegler. C'est Schurf qui gagne son duel, qui dévie de la tête, qui permet à Demachai de tromper Von Balmos. Allez, on enchaîne avec la réaction à bernoise. Ngamaleu sur la droite qui va se défaire des défenseurs pour adresser un centre à Salé. La bonne intervention de Thibault. Alors là, il fallait une main ferme parce que le centre de Ngamaleu est vraiment sec et tendu. Et Thibault, il est bien inspiré d'intervenir parce que derrière, on voit Salé arriver de toute vitesse et vraisemblablement qu'il aurait pu marquer assez facilement. Et après le thé, on s'est dit, IB cette fois-ci revient fort. Quelque chose, il y a eu un déclic pendant la pause. On retrouve Christian Fasnacht avec une frappe qui va toucher la transversale lucernoise. Voilà, Fasnacht qui, sur le côté gauche, se met sur son bon pied, c'est-à-dire le pied droit, et qui envoie alors une mine. Une frappe puissante et lourde sur la transversale. Les Bernois qui mettent la deuxième et qui se procurent encore une action avant l'heure de jeu. Une tentative d'abord de Ngamaleu qui touche le poteau. Et puis dans une deuxième tentative dans l'enchaînement avec O'Haro. La chance est du côté lucernois quand même. Ouais, là, c'est vraiment cafouillage. On sent que IB peut revenir à ce moment-là. Et d'ailleurs, quelques secondes plus tard, ça va être le cas. Absolument. Dans la même minute, ce même Guillaume O'Haro va pouvoir égaliser avec le bon travail de Fasnacht qui enrhume complètement Kakabadze. C'est Serre Benito qui dépose ce ballon sur la tête d'O'Haro. Oui, Kakabadze qui chope là, un rhume de culotte, comme l'on dit, puisqu'il s'est pris un petit pont, très à droite contre Fasnacht. Et puis alors, effectivement, O'Haro qu'on n'avait pas trop vu en première mi-temps. Alors, comme vous lui mettez un centre de cette précision, à cet endroit-là, sans être bousculé, alors effectivement, Thibault ne peut rien faire. C'est son 6e de la saison. Et puis le champion suisse qui va pouvoir prendre une longueur d'avance, comme on s'y attendait un petit peu, il faut dire, à ce moment-là de la rencontre. Sur le contre, c'est Chic qui va pouvoir servir Nsamé en retrait, et c'est le 2-1. Un exemple de rupture. N'oublions pas que Nsamé est au départ de l'action et qu'il donne vraiment la balle dans le bon timing pour éviter que Chic soit hors-jeu. Chic, on voit tout de suite, il est devant le gardien, il ne va pas marquer. Et il attend son copain pour lui donner une magnifique balle. Lucerne n'est pas mort, la preuve 3 minutes plus tard, avec cette égalisation signée Schulz. Ouais, ce qui est assez incompréhensible sur cette action-là, c'est que Schulz peut faire à peu près 35 mètres, balle au pied sans être gêné. Puis alors ensuite, il y met tout son cœur pour trouver l'angle opposé, quasiment la lucarne. Et ce but-là, on le revoit, c'est le 3e lucernois avec à la 87e la première frappe d'Ugrinic et puis Eleke qui était hors jeu. Finalement, Von Balmos repousse et puis c'est Knežević qui signe le 3-2. En effet, il est hors jeu, mais c'était quand même difficile de le siffler. Il fallait en tout cas être très très attentif. Nous, on a évidemment la vidéo. L'arbitre assistant, je pense, regarde plus où la balle va terminer et puis doit se concentrer sur le fait que peut-être c'est une balle qui peut taper la transversale puis finir derrière la ligne, sur la ligne. Et je pense qu'il n'est pas revenu dans sa logique à Eleke. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très très difficile de siffler hors jeu sur cette situation-là. Fin de match folle, en tout cas, et victoire donc du FC Lucerne qui en avait bien besoin. Écoutons au micro de Nicolas Emenech, Olivier Custodio. Olivier Custodio, quel match de fou on a vécu aujourd'hui au Stade de Suisse et finalement Lucerne a eu le dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence?
Ouais, je pense qu'après ces 3 défaites d'affilée, on voulait réagir et montrer une bonne performance ici contre le premier. Ils étaient sur une série de 9 victoires d'affilée et voilà, on a voulu montrer une performance solide. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui a fait la différence. Même après le 1 et le 2-1, on n'a pas lâché, on a continué à pousser et voilà, heureusement pour nous, aujourd'hui, les 3 points, ils nous reviennent. Ça montre quand même le caractère de cette équipe. Certains doutaient qu'il avait du caractère de revenir dans les 10 dernières minutes comme ça. Ouais, c'est clair, certains doutent, mais nous, on se focalise sur nous, on se concentre sur nous, sur nos performances, sur nos entraînements, sur ce qu'on a amélioré chaque jour à l'entraînement. Et voilà, on revient week-end après week-end pour essayer d'apporter la meilleure performance. Qu'est-ce que cette victoire peut changer pour la suite de la saison? Non, c'est clair que c'est une victoire très importante. Après, c'est aussi, ça fait que 3 points de plus. Il faut continuer à se concentrer sur ce qu'on a à faire de bien, de positif, à se concentrer juste sur nous-mêmes et continuer à bien performer comme aujourd'hui. On vous souhaite une bonne suite. Merci. 3 points de plus qui permettent donc à Lucerne de passer à la 6e place avec 12 points désormais. Coup de chapeau quand même à René Weiler qui avait fait les changements, opéré 5 changements, déplacé même des joueurs de poste, changé de gardien et qui finalement récupère 3 points aujourd'hui. Ouais, alors il avait brassé les cartes, on se demandait si c'était un coup de poker ou un coup moral qu'il avait pris. Et puis finalement, ça a été un coup de poker gagnant, hein, notamment en mettant 3 joueurs au milieu de terrain, Vocea, Schulz et Custodio, qui ont posé bien des problèmes au milieu de terrain. Bernois, Lauper et So, qui étaient un peu légers à mon avis. Et puis peut-être vous vous remobilisez en termes de concentration. Hein. Greter, qui habituellement jouait latéral gauche, là joue dans le couloir à droite. Schulz, qui jouait dans l'axe de la défense, joue au milieu de terrain. Vous changez de gardien. Donc c'est un peu comme au hockey. Souvent on change de gardien, on met numéro 2 pour remobiliser un peu la concentration des joueurs. Et puis honnêtement, ça a été un pari gagnant. Maintenant, est-ce que c'est un pari gagnant qui va s'installer dans la durée ou est-ce que c'est juste un coup de poker pour ce soir? Ceci étant dit, 3 points au Stade de Suisse. C'est bon à prendre. C'est bon pour le moral, c'est certain. René Weiler qui, avant le début de ce match, n'avait pas la tête des grands jours. Hein. Ouais, il n'espérait pas grand-chose. Il savait on pensait qu'il avait déjà déposé les plaques. Oui, on avait l'impression qu'il annonçait la défaite de son équipe en s'excusant déjà que IB était plus fort. Mais peut-être que ça a été un coup de poker du début à la fin. Peut-être qu'au fond de lui-même, parce qu'on l'a vu quand même pendant le match, réagir à chaque goal. On avait l'impression qu'il était impliqué, qu'il était finalement plus serein que ce qu'on aurait pu penser avec cette composition qui nous était un petit peu surprenante. On a maintenant ce championnat quand même toujours à 3 vitesses, hein, évidemment, parce qu'IB reste largement devant. Ensuite, entre Bâle et du coup Lucerne, on n'a que 4 points avec Zurich, Thun, Saint-Gall entre deux. On va vraiment, Steve, selon vous, vers un championnat à 3 vitesses? Ouais, je crois qu'on a déjà... je ne vais pas changer mon avis suite à la défaite de IB d'aujourd'hui, mais je pense que le champion est connu, comme en France et puis dans d'autres pays encore. Puis après, ça va être une grosse bagarre. Hein, ça va être une grosse bagarre. On a 2-3 équipes, on se dit qu'il ne peut rien leur arriver. Mais en termes de danger de relégation, je pense qu'il y a plus de 4-5 équipes qui sont vachement concernées par cette relégation. Et notamment les 2 Romans qui s'affrontent demain dans le derby. On va écouter à présent la réaction de l'entraîneur d'IB, Gerardo Seoane. Gerardo Seoane, mauvaise surprise pour Young Boys avec ce scénario assez incroyable. Quelle analyse faites-vous de ce match? C'est trop tôt pour faire une analyse. Ce que c'est clair, c'est qu'on n'est pas rentré dans le match comme d'habitude. On n'a pas trouvé les solutions. On n'était pas bien dans le jeu de passe, dans les dribbles. Après, Lucerne, il menait au score avec un but sur une touche qui ne peut pas arriver, mais c'est un but un peu choc pour nous. C'est bon pour Lucerne, pour le plan de jeu. Après, deuxième mi-temps, on a mis beaucoup d'engagement, beaucoup de cœur. On a tourné le résultat. Grand compliment à mon équipe pour cet engagement, pour cette volonté de tourner. Mais après, les 10 dernières minutes, c'est un scénario incroyable. Ça arrive dans le foot. Félicitations à Lucerne pour la victoire ici à Berne, mais nous, on n'est pas contents. C'est un peu une remise les pieds sur terre aussi en championnat. Vous allez pouvoir apprendre d'un tel match? On veut toujours apprendre des défaites et des victoires. Nous, on était toujours par terre. On a toujours dit que ça ne va pas continuer comme ça tout le championnat. Beaucoup de matchs, ils étaient sur une corde et ils ont toujours tombé de notre côté. Aujourd'hui, c'est tombé de l'autre côté. Je ne pense pas que c'est une victoire extrêmement méritée par Lucerne. Je pense que c'était plutôt nous qui n'ont pas bien joué le coup. On n'a pas été assez concret dans le but. Mais quand même, c'est le foot, compliment à Lucerne et nous à apprendre. Merci beaucoup.
C'est la première défaite en championnat de Gerardo Seoane depuis son arrivée sur le banc. Première défaite de Young Boys. Est-ce que les Bernois avaient encore la tête à Turin? Peut-être. On voit qu'il y a un tournus. Jusqu'à maintenant, moi j'étais quand même étonné de voir la qualité offensive de IB, et malgré tous les tournus qu'il y avait. On dit toujours qu'à un moment donné, il faut des automatismes. Alors voilà, peut-être que... Mais bon, il faut prendre cette défaite comme étant plutôt un accident. J'aime beaucoup l'analyse de Seoane qui dit que son équipe est mal rentrée dans le match, que peut-être cette première mi-temps, on passe à côté. IB a dû déclencher le turbo un peu trop tard, était mené. C'est devoir aller chercher de l'énergie supplémentaire pour revenir à la marque, pour passer l'épaule. Et puis, il y a ce côté complètement irrationnel des 10 dernières minutes où, comme le dit Seoane, il y a quelque chose d'un peu fou. Bravo à Lucerne d'avoir pris des risques, avoir osé frapper, parce que je rappelle quand même que le deuxième but, c'est une frappe quand même qui vient des 20 mètres, et que le troisième but, l'origine de la frappe, il est quasiment à 25 mètres, celle qui finit sur la transversale, la frappe d'Ugrinic. Donc voilà, il y a une prise de risque. Ça arrive, c'est un petit accident de parcours à mon avis. Bon, ça nous rassure de savoir que les joueurs d'IB sont quand même des humains. Ils n'étaient pas dans l'entame de match. Et un match, ça dure 90 minutes. Ils n'étaient pas non plus dans leur fin de match. Finalement, il reste encore 26 journées. Et on se demandait en avant-match comment trouver la motivation quand on joue en Ligue des Champions et qu'on est aussi loin devant. Finalement, de perdre quelques matchs, ça peut aussi leur faire du bien, j'ai envie de dire. Mais peut-être, vous savez, Elodie, le 23 octobre... Je vous le rappelle, je serai au Stade de Suisse. Oui, vous frimez pour voir ce match contre Valence. Vous n'y serez pas. Non, on sera sur le plateau de Téléclub et puis nos téléspectateurs seront peut-être devant leur écran, on l'espère. En tout cas, s'ils n'ont pas la chance comme vous d'avoir leur billet. Mais peut-être que ce jour-là, on aura comme discours, finalement, la défaite contre Lucerne aura apporté quelque chose. Un enseignement. Et donc, encore une fois, je reviens, Mathias, le psychologue... Pifaretti disait parfois, l'erreur, si elle est prise comme formatrice, peut vous permettre de vous améliorer. En l'occurrence, on l'entend, il y a quand même de la sérénité. Moi, je ne sens pas un entraîneur qui est pris de panique par rapport à cette première défaite. Bon, la défaite face à Lucerne permettra-t-elle à Young Boys de s'imposer face à Valence? La réponse, ce sera le 23 octobre prochain. Si IB veut espérer être européen au printemps, il faudra absolument faire des points. Il n'y a pas le choix de toute façon. Le récap des scores de la soirée tout de suite avec le tableau. Et donc, cette victoire lucernoise au Stade de Suisse 3-2 face aux champions. La victoire de Bâle au Kibun Park 3-1. Et puis, rappel pour demain, ne manquez pas le derby roman, deuxième du nom de la saison. Zurich se déplace à la Stockholm Arena. Grasshopper reçoit Lugano pour la première de Fabio Celestini sur le banc. Et un coup d'œil au classement avec Bâle donc qui revient deuxième avec 16 points en attendant la rencontre de demain entre Zurich et Thun. Et puis Lucerne qui fait un saut également de la 8e à la 6e place avec Sion et Neuchâtel qui font grise mine avec leurs 9 et 8 points en bas de classement. C'est Grasshopper qui détient toujours la lanterne rouge. C'est tout pour nous ce soir. Steve, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous. On se réjouit de vous retrouver prochainement sur le plateau de Téléclub. Merci pour vos éclairages. On se retrouve demain donc à 15h30 pour l'avant-match de ce très attendu derby roman. D'ici là, que votre soirée soit douce. Merci à l'ensemble de la rédaction et à l'équipe technique pour cette émission. Elle était produite par Régis Beresville. Merci à lui. On vous embrasse. À demain. Salut.